Salut tout le monde, on est le 1er octobre, donc comme tous les mois, je vais vous partager mes investissements en actions, sachant que ce mois-ci, il y a eu pas mal de changements puisque j'ai fait un achat déjà, et surtout j'ai fait des ventes, ce qui est extrêmement rare, donc voilà, je vais expliquer les raisons. Et puis on regardera aussi, comme d'habitude, ma performance depuis que j'ai commencé à investir. Donc déjà, commençons par ce compte titre là, ensuite on passera au deuxième sur laquelle il y a eu des ventes. Donc si je commence par en bas, alors déjà il y a des actions Adobe, donc j'avais à la base acheté mes actions Adobe sur l'autre compte titre, et là comme j'avais du cash qui restait avec des dividendes et des parrainages, j'en ai profité pour acheter quelques actions Adobe quand en fait j'avais acheté à la base à 353 $ sur l'autre compte titre, et là j'ai vu qu'à un moment donné on était descendu à 348, 349. Donc voilà, j'ai acheté avec ce que j'avais sur ce compte titre là, donc 4 actions pour à peu près 1434 $. J'avais acheté 15 actions sur l'autre. Donc voilà, et d'ailleurs j'étais passé un petit peu rapidement sur la partie valorisation de mon achat d'Adobe dans la dernière vidéo que j'ai fait. Donc je voulais en reparler un petit peu parce que j'avais surtout expliqué pourquoi je m'inquiétais, pourquoi j'étais plutôt positif sur les questions de concurrence des produits IA et des produits plus simples quoi, comme Canva. Mais en fait, une des parties les plus importantes des raisons pour lesquelles j'ai acheté du Adobe, c'est la valorisation, hein. Donc voilà, je t'ai passé un peu rapidement. Donc j'en ai acheté, mon premier achat était vers les 16 ou 16,5 fois le free cash flow. Et là, j'en ai racheté à, précisément, on était à 15,88 à ce moment-là. Donc on était à 349 $. Et donc voilà, il faut savoir que déjà dans l'absolu, on va dire les entreprises qui ont des excellents fondamentaux, ce qui est le cas d'Adobe, hein, en tout cas jusqu'à maintenant, les fondamentaux font partie des meilleurs de ce qu'on peut trouver. Souvent, ces entreprises-là, on va dire que on les attend vers autour des 25 fois le free cash flow, c'est plutôt standard, quoi. Et Adobe, si on regarde à partir du moment où ils ont commencé leur modèle SaaS, donc par abonnement, quoi, c'est-à-dire ce moment-là, là, quand la valorisation s'est envolée. Alors certes, on sortait aussi d'une phase un peu de crise, mais sortie de crise plus passage au SaaS, voilà, ils sont arrivés à 38 fois le free cash flow en 2014. Et ensuite, pendant 10 ans, ils ont été, on va dire, globalement entre 30-35 fois le free cash flow la plupart du temps, quoi. Ce qui est élevé, hein, et donc assez risqué, et moi j'aurais pas acheté du Adobe à... D'ailleurs j'achète rien à ces multiples-là. Mais donc voilà, on a une moyenne qui est plutôt vers les 30-35, et là on est tombé à peu près à 16. 16 qui est donc le niveau de valorisation qu'on avait en 2013, avant même qu'ils aient un modèle SaaS, quoi. Enfin pile à peu près la période où ils l'ont mis en place, quoi. Et donc ce que je me dis, c'est que là le niveau de valorisation, il a drastiquement baissé, il a été divisé par plus de 2, parce qu'il y a de l'incertitude, et parce que les gens ont des inquiétudes, en fait, ils pensent qu'il y a un risque, enfin ils perçoivent un risque, donc ça crée une incertitude parce qu'on ne sait pas comment ça va vraiment se matérialiser à l'avenir, mais cette incertitude fait tellement baisser le prix qu'au final, tu peux te retrouver à un prix qui a presque retiré le risque, en fait. En gros, tu peux être descendu à un niveau de valorisation où si tu perds pas grand-chose, enfin si tu te trompes, tu perds pas grand-chose, mais si tu as raison, par contre là tes gains sont multipliés, quoi. Parce que juste si on revient à un niveau de valorisation classique pour Adobe, ça peut faire juste 1 x 2, et ensuite tu gagnes encore sur la croissance des fondamentaux, quoi. Donc voilà, en fait c'est une question à un certain prix, ton risque est tellement réduit que voilà, ça peut valoir le coup de tenter, quoi. Donc voilà, je voulais préciser ça puisque c'est une des raisons principales pour lesquelles j'ai investi sur Adobe et que j'avais pas vraiment développé là-dessus. Et aussi, j'ai une anecdote sur Adobe, parce qu'on est allé faire, il y a 1 ou 2 semaines, des photos d'identité pour ma fille, donc pour sa carte d'identité et passeport. Et donc le photographe on est allé voir un photographe donc, qui a fait ses photos, et après on a vu qu'il faisait des retouches sur ses photos. On lui a demandé quel logiciel il utilisait pour faire ses retouches. Donc il nous a répondu Photoshop. On lui a demandé si c'était bien, s'il était content. Il disait que c'était le meilleur. Et on lui a demandé s'il connaissait Canva. Et il a répondu oui, c'est nul, sauf si vous voulez faire des CV, quoi. Donc voilà, évidemment c'est juste une anecdote, hein, on pourrait sûrement aussi aller dénicher des anecdotes qui disent le contraire, mais voilà, c'est quand même intéressant d'avoir une vraie anecdote réelle de quelqu'un qui vraiment sur le terrain, quoi, qui est vraiment dans le métier. Aussi on pourrait avoir l'argument de se dire que si c'est quelqu'un en fin de carrière, alors il est habitué voilà, il va pas changer d'outil. Il va pas changer d'outil, quoi, parce qu'il est habitué, mais en l'occurrence, il était plutôt dans sa vingtaine, quoi. Donc voilà, c'était petite anecdote intéressante sur Adobe, donc qui va plutôt dans le sens de ce que je m'étais dit, quoi. Que en fait les outils
En gros, il y a un peu deux sujets, quoi. Il y a les outils full IA et il y a les outils simples. Et en tout cas, sur les outils simples, je pense que ça répond pas suffisamment aux besoins des clients professionnels d'Adobe. Et au final, des produits comme Canva, bah, ça répond plus à des besoins de personnes qui n'auraient pas utilisé les produits Adobe quoi qu'il arrive, quoi. Typiquement, moi. Donc voilà. Voilà pour Adobe. Ensuite, pour ce compte titre-là, Fortinet qui a un petit peu remonté depuis le mois dernier, mais il n'y a pas eu de nouveaux résultats, rien de particulier, c'est juste les aléas de la bourse, quoi. Ensuite, Booking, pareil, on est à peu près au même prix que le mois dernier, un petit peu plus bas. Alors par contre, ce qui a beaucoup changé, c'est, et d'ailleurs, Meta, pareil, à peu près le même prix que le mois dernier. Ce qui a beaucoup bougé, ce qui m'a donné pas mal de performances sur le mois, c'est Alibaba, enfin. Alibaba qui est un des premiers investissements que j'ai fait en 2022, que j'avais acheté à 81 $ et qui est maintenant à 182, donc c'est devenu mon deuxième x2 dans mes investissements. Donc le premier c'était Meta qui est maintenant à x4,5, et donc voilà, Alibaba x 2,25 maintenant. Et d'ailleurs c'est la même logique dont je viens de parler, parce qu'à un moment donné le pessimisme est tellement élevé que le prix est tellement bas qu'au final je me suis dit, j'avais hésité à vendre à un moment donné, j'en avais parlé d'ailleurs dans une vidéo je pense fin 2023, et au final je l'ai pas fait justement en suivant cette logique là, quoi. Et voilà, pour l'instant il semblerait que ça a été une bonne décision finalement. Et je me souviens aussi qu'il y a à peu près un an j'avais fait une vidéo où je parlais du fait que la bourse en termes de psychologie ça agit souvent comme un pendule, quoi. Tu vas du très euphorique au très pessimiste, etc. Et t'es rarement vraiment au milieu. Et dans la vidéo, je disais que, vu le niveau d'optimisme sur les actions américaines et le niveau de pessimisme sur les actions chinoises, qu'à ce moment-là était au max, quoi, je m'étais dit, si on en croit cette logique du pendule, eh bien, je m'étais dit peut-être qu'on pourrait avoir une inversion des deux, en fait. Une situation où on commence à avoir du pessimisme sur les États-Unis et de l'euphorie sur la Chine. J'avais appelé ça la prédiction du pendule chinois. Donc voilà, on verra peut-être que c'est le début, peut-être que ça démarre, on verra si ça se produit ou pas. Et donc voilà pour ce compte titre, donc maintenant on va regarder sa performance avant de passer au deuxième compte titre. Donc me voici sur la page des performances, donc première ligne c'est le SP500, deuxième ligne là c'est mon compte titre. Et donc la performance annualisée depuis que ce compte titre a été ouvert, donc depuis le 31 janvier 2022. Pour le SP500, il a fait 11,76% par an. Et mon compte titre a fait 25,71% par an. Donc ça continue à très bien se passer, donc bonne nouvelle. Et en performance totale, donc pas en annualisé cette fois, donc le SP500 a pris 50%, 50,3% depuis début 2022. Et mon compte titre a pris 131%. Voilà, donc un fois 2,3 sur l'argent investi. Et on se rapproche d'ailleurs du plus haut qui avait été atteint en février à 135% presque. Donc voilà pour ce compte titre. Et maintenant, passons au deuxième. Et donc sur ce deuxième compte titre, comme vous pouvez le constater, j'ai tout vendu, il n'y a plus rien. Donc pourquoi est-ce que j'ai tout vendu ? C'est parce que ce mois-ci, on a commencé les premières démarches pour déménager de France. Donc l'objectif, ce serait dans un petit peu moins d'un an maintenant dans l'idéal. Et d'ailleurs, je préfère garder le mystère sur la destination pour l'instant. Tant que c'est pas fait, tant que ça peut encore tomber à l'eau, voilà, j'aime pas parler de ça. Donc voilà, en fait, c'est-à-dire que d'ici un an, je vais devoir clôturer mon entreprise. Donc ça, c'est le compte titre qui appartient à mon entreprise, pas à moi en tant que personne physique, quoi. Et donc, si je dois fermer la société dans un an, moi je vais devoir vider tout ce qu'il y a dedans, quoi. Enfin, je précise d'ailleurs que tout ça, c'est ma compréhension. Ça se trouve, il y a un truc que j'ai pas compris. Il y a peut-être un mécanisme secret caché qui m'aurait permis d'éviter de faire ça. Mais voilà, de ma compréhension, je vais simplement vendre toutes les actions, me verser l'argent, quoi, au moment de la clôture. Donc voilà, ça a fait que en fait, mon horizon d'investissement, c'était plus le long terme sur ce portefeuille-là, c'était plus le long terme, c'était un an. Donc là, je devais me poser rationnellement, est-ce que investir en bourse à horizon un an, c'est une bonne chose ? Eh ben non, tu vois, c'est super risqué. L'investissement en bourse, je trouve que ça vaut le... Il faut au moins... je pense qu'il faut avoir au moins 10 ans devant soi, quoi. Après, il faut un horizon d'investissement de 10 ans ou plus. Et en dessous, on est trop soumis au changement de psychologie, en fait. La psychologie a trop d'impact à horizon 10 ans comparé aux fondamentaux.
Et donc sur un an, n'en parlons pas, quoi. Voilà. Sur un an, c'est vraiment c'est complètement du casino, quoi. Donc voilà, c'est une décision que j'ai procrastinée pendant quelques jours parce que je l'ai fait un peu à contre-cœur. J'aurais préféré voir, laisser croître ce compte titre, mais avec un horizon d'investissement qui était réduit à un an, c'était la décision rationnelle, quoi. Donc voilà, j'ai versé une petite larme en cliquant sur clôturer toutes les positions ici. Et donc j'ai encaissé au final une plus-value de 12 000, un peu plus de 12 000 euros sur ce compte titre en à peu près un an. Et la majorité de la plus-value, ça venait de MedPace dans les 8 000 et à peu près 3 000 visas et ensuite le reste, quoi. Et je dis que c'était un peu à contre-cœur et tout ça parce que vendre une bonne entreprise, c'est risqué dans le sens où t'as souvent de fortes chances de ne pas pouvoir la racheter en fait. C'est assez rare de trouver ces entreprises-là à des prix intéressants. Et donc voilà, on les attend, quand on les trouve à un prix intéressant, on achète et ensuite on touche plus à rien, quoi. Et on en rachète quand elles retombent à des valorisations intéressantes, quoi. Après, ce qui me rend un peu plus positif, quoi, dans le fait d'avoir fait ça, c'est que au moins c'est fait à un niveau de valorisation de marché qui est très élevé. Et donc je me dis qu'il y a quand même une probabilité non négligeable pour que, par exemple, d'ici un an, ça se révèle avoir été un bon timing. Mais voilà, j'aurais pas pris le risque s'il n'y avait pas eu ce contexte-là, parce que vendre des bonnes entreprises, c'est risqué. Donc voilà, je rappelle aussi que si vous voulez recevoir ma checklist d'investissement, donc c'est tous les critères que je regarde avant de choisir les actions dans lesquelles j'investis, eh bien vous pouvez les recevoir en cliquant sur le premier lien en description et aussi sur le bouton qui s'affiche au milieu de l'écran. Et à plus.